Avec nous ce soir, deux spécialistes des politiques publiques et des questions budgétaires, Geneviève Tellier de l'Université d'Ottawa, Olivier Jacques de l'Université de Montréal. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'il est clair dans votre esprit, Geneviève, que les 600 000 travailleurs, les ententes avec les quelques 600 000 travailleurs du secteur public, c'est ce qui pèse sur les finances publiques? Oui, très certainement. Puis il y a peut-être d'autres choses aussi, mais là, ça vient s'ajouter. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est des augmentations qui sont pérennes. Ça veut dire que ça va être à chaque année. C'est pas juste une augmentation ponctuelle. Donc, il va falloir réfléchir à un moment donné à notre capacité payée, puis qu'est-ce qu'on veut payer pour avoir des services publics de qualité. Alors, on voit ce qui s'est passé avec toutes les grèves, les syndicats, leurs demandes. On veut avoir de meilleures conditions de travail et de meilleurs programmes aussi à offrir aux élèves. Et aussi, dans le secteur de la santé, c'est la même chose. Ouais. Et si on veut que ça s'améliore, on entend que oui, il faut peut-être réaménager un peu la façon de faire les choses, mais en même temps, avec une population vieillissante, avec des besoins particuliers spéciaux pour les étudiants, bien oui, forcément, il va falloir payer plus. Mais M. Legault a été très clair, Olivier Jacques, aujourd'hui. Pas question de couper dans les services, pas question de faire de l'austérité. Donc, pas le choix de reporter l'équilibre budgétaire? Bien, vous savez, il dit qu'il ne fera pas d'austérité, mais même avant d'avoir consenti la hausse de salaire à la fonction publique, on prévoyait une croissance des dépenses de seulement 1,6 % l'année prochaine, ce qui, à mon avis, est de l'austérité, puisque juste maintenir les services de santé, c'est à peu près 4 % de dépenses par année. En fait, on prévoit une baisse de 2,4 % des dépenses dans les autres portefeuilles que la santé et l'éducation, et ce, avant d'avoir consenti ces hausses de salaire. Donc, je pense qu'on s'enligne directement vers l'austérité, à moins qu'on revienne sur la décision de baisser les impôts. Oui. Oui, mais ça, je pense pas. Mais M. Legault a été pas mal clair sur la baisse d'impôts. Mais on comprend aujourd'hui qu'on n'ira pas plus loin dans l'amoindrissement de la croissance des dépenses, en quelque sorte, parce que le premier ministre, Geneviève, pense que lui, les baisses d'impôts, il doit ça aux Québécois. C'est nécessaire de faire ça. Oui, bien, les comparaisons sont un peu douteuses. Alors, c'est sûr que si on se compare à l'Ontario, oui, les impôts sont plus élevés au Québec qu'en Ontario. Puis, il y a plusieurs raisons. Par exemple, les très riches au Canada habitent en Ontario beaucoup plus qu'ils habitent au Québec. Donc, il y a quand même une possibilité d'aller chercher davantage de revenus. L'autre chose, c'est que les services sont moindres aussi. Alors, c'est un peu toujours agaçant d'entendre parler juste des impôts, mais pas des services qui viennent avec. Alors, si les impôts sont élevés, mais que par ailleurs, on a des services plus élevés, par exemple, le service des garderies, les garderies à 10 qui est vraiment un atout au Québec. Puis en Ontario, on en a très peu. Puis on entend même vous parler ces derniers temps que le programme ne va pas très bien. Alors oui, il y a un coût à avoir des services additionnels. Donc, il faut prendre ça en compte. Et je pense que ce que les Québécois ont dit dernièrement, c'est que oui, on veut des services supplémentaires. Puis finalement, payer un peu plus d'impôts, c'est pas vraiment ça qui va nous déranger. Olivier Jacques, parmi les 5 priorités du gouvernement de la CAQ, il y a la santé, bien sûr, avec toute la grande réforme de M. Dubé qui doit mettre fin au recours des agences privées, la création de Santé Québec. On est en plein vieillissement de la population. C'est quoi la proportion en ce moment du budget du ministère de la Santé dans l'ensemble du budget? Et quelle ampleur vous attendez-vous à ce que les dépenses de santé prennent dans la prochaine décennie? Bien, la proportion est autour de 40 % des dépenses de programme en ce moment et l'ampleur ne va que continuer à croître, ne serait-ce qu'avec le vieillissement de la population, mais aussi avec des nouvelles technologies médicales qu'on veut utiliser. Et bien, c'est assez une ampleur assez importante de croissance. Là, on parle de, sur un horizon de 20-25 ans, une croissance de 3 à 4 % du PIB de dépenses en santé supplémentaires. Actuellement, on est à 9-10 % du PIB qui est alloué à la santé. Donc, c'est de la dépense substantielle qu'il va falloir faire. Et bien, je pense qu'une gestion saine et responsable des finances publiques suggère qu'on ne peut pas vraiment se permettre des baisses d'impôts pour maintenir l'état des services publics actuels et aussi bien, pour financer cette hausse des dépenses de santé qui va arriver, là, peu importe ce qu'on va faire. Mais est-ce que Santé Québec ne va pas amener des économies? Bien, je ne sais pas si Santé Québec est vraiment designé pour créer des économies. C'est une réforme de structure qui peut fonctionner. Peut-être qu'on va faire quelques économies à la marge, mais reste que lorsqu'on veut améliorer l'accès à la population à des soins de santé, qu'on veut améliorer la qualité des soins de santé, bien, il faut le payer. On ne peut pas seulement faire des réformes de structure pour améliorer l'accès sans mettre les ressources nécessaires. Donc, je ne pense pas qu'on va réussir à réduire les coûts de la santé avec Santé Québec.
Ouais. Ensuite, c'est sûr que si on a une population qui devient en meilleure santé parce que, par exemple, on investit davantage en promotion de la santé, on pourrait réduire les coûts de la santé à moyen terme. Mais Santé Québec en tant que tel, je ne vois pas que ça réduirait les coûts de la santé en soi. Autre grand chantier, Geneviève, c'est le logement, bien sûr. Est-ce que Québec doit prévoir des sommes conséquentes supplémentaires pour participer à résorber la crise de l'accessibilité, de l'abordabilité en habitation? Bien, c'est un dossier qui est très complexe, puis il faut commencer par se dire, bien, on parle de quel type de logement. Alors, je pense qu'on veut que le gouvernement intervienne davantage dans les logements sociaux et non pas juste les logements pour tout le monde. On sait que ça fait des années qu'il y a eu un sous-investissement dans ces logements-là, en plus de l'entretien dont on parle très peu, mais il faut aussi s'en occuper. Et donc, oui, le gouvernement pourrait, s'il y a une volonté politique, pourrait mettre de l'argent de façon conséquente, mais le problème pour le gouvernement, c'est que c'est des investissements à très, très, très long terme. Puis c'est rare qu'un gouvernement va penser plus loin que 3, 4, 5 ans. Du long terme, c'est souvent changé par les gouvernements suivants. Puis c'est souvent ce genre d'investissements-là qui ne sont pas tangibles, qu'on ne voit pas vraiment concrètement, qui vont passer à la trappe en premier. Alors oui, ça serait bien d'avoir un gouvernement qui dit, bien, voici pour les 20 prochaines années nos plans, voici comment on a collaboré avec les villes, voici notre stratégie, vraiment toute la question de l'urbanisme. Ça prend du temps, ça prend une volonté politique qu'on ne voit pas en ce moment. Alors en ce moment, on donne de l'argent pour répondre aux plus pressants, pour dire oui, on vous entend, voici ce qu'on fait. J'ai bien hâte de voir le résultat pour voir si c'est vraiment ce dont on a besoin, puis si c'est bien fait ou plutôt construire un peu n'importe où, puis finalement causer d'autres problèmes. Mais quand on pense au long terme, on pense beaucoup à la création de richesses et le gouvernement mise beaucoup sur l'électrification de l'économie, les minéraux critiques, la filière batterie, les zones d'innovation. Ça va prendre du temps, ça, Olivier Jacques, à avoir des vraies répercussions dans les revenus de l'État? Oui, certainement. Et quand on regarde les projections de croissance du Canada en général à long terme, c'est pas très réjouissant. On n'a pas beaucoup de projections de croissance qui nous disent qu'on va avoir une croissance importante du PIB par habitant. En fait, on perd beaucoup de terrain sur les autres pays de l'OCDE. On n'a pas beaucoup d'innovation, on n'a pas beaucoup de recherche et développement privé, on n'a pas beaucoup de compétition dans l'économie. Et on observe qu'on perd beaucoup de terrain et je ne vois pas le Canada devenir beaucoup plus riche là, dans les prochaines décennies. Donc, on va devoir faire face à ces choix fiscaux-là. On ne pourra pas simplement miser sur la croissance économique pour éviter les hausses d'impôts qui viennent avec les hausses de dépenses qui sont souvent nécessaires pour maintenir la qualité de nos services publics. Merci pour cette analyse. Olivier Jacques, Geneviève Tellier, merci d'avoir été avec nous. Merci. Merci. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.